Donc ça devrait être bon dans un instant. Je vous remercie de votre présence. Je pense que je dois pouvoir faire au moins une petite danse, voilà, pour vous remercier d'être présent aujourd'hui. Et on a la musique avec. Euh, voilà. Merci, merci. C'est une foule en délire, quoi. Bon, l'intérêt du virtuel, c'est qu'on peut avoir nos avatars l'un à côté de l'autre, hein. Il n'y aura pas de risque de contamination, donc n'hésitez pas à vous rapprocher, à bouger, à faire ce que vous voulez, hein. De toute façon, il y a pas, ça ne va pas me gêner particulièrement. Ce que je veux vraiment être sûr, c'est que vous m'entendiez bien. Donc, à la limite, manifestez-vous si vous avez un problème pour m'entendre ou si vous souhaitez m'interrompre lors de cette présentation qui va être légèrement écourtée, mais euh, qui va être un peu, comment est-ce que je pourrais dire? Un peu intime, on va être entre nous là. Super, c'est à l'écran, c'est magique, c'est la technologie, c'est le Bordeaux Geek Festival. Tout est OK au niveau du son. Merci Laurent, c'est chouette. Et maintenant, si je fais ça, normalement, ça doit passer la slide. Ah, c'est magique, oh là là, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Je suis debout devant mon écran, je suis presque à deux doigts de déchirer ma chemise. Bon, en tout cas, vous me voyez en 3D, vous n'avez pas le plaisir de profiter de ma vraie barbe, mais c'est pas grave. Donc je suis là aujourd'hui pour vous parler de quoi? Pour vous parler de l'industrie 4.0, de ces technologies, de ces emplois et de ces geeks, évidemment, qui vont un petit peu venir la sauver. Alors, je vous invite vraiment à passer en plein écran, parce que généralement, je fais des présentations très visuelles, et puis comme ça, c'est un peu plus facile à suivre, un peu plus sympa. Je me rends compte que même en 3D, en VR, je bouge autant que IRL, c'est très rigolo. Voilà. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que l'industrie 4.0? Mais en fait, pour ceux qui ont raté donc les épisodes précédents, voici un petit peu la situation, hein. C'est pour ça que j'ai pris cette image de Game of Thrones, donc la bataille des bâtards, pour ceux qui s'en souviennent. Et pourquoi est-ce que je vais intituler ça saison 2, épisode 1? Parce que c'est un petit peu mon sentiment, c'est-à-dire que dans l'industrie 4.0, bah, si vous débarquez, c'est pas grave, vous avez raté que la saison 1. On est à la saison 2, donc ça va, vous n'êtes pas complètement largué, vous allez pouvoir encore prendre le train en marche. Et c'est un petit peu la saison 1 parce que bah, il y a encore plein de nouvelles choses qui vont démarrer. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Et pourquoi ce moment un petit peu dramatique là, où on a justement ce héros qui a son épée sortie face à une charge de cavalerie? Bah, parce que c'est à mes yeux un peu la situation dans laquelle on est maintenant. Alors vous allez me dire, oui Marc, tu fais encore un petit peu de catastrophisme, tu dramatises. Mais oui, c'est pour mon audience en folie, c'est pour que vous soyez bien accrochés sur cette conférence. Alors, quel est le choc, en fait? Que va-t-il? Quelle est cette charge de cavalerie? Eh bien, c'est celle-ci, en fait. C'est un peu la guerre de l'anneau, donc référence évidemment au Seigneur des Anneaux. Que se passe-t-il? En fait, imaginez, vous avez trois armées, en fait, hein, trois gentils ou trois méchants, comme vous voulez, qui vont se disputer l'anneau unique. Alors, c'est pas l'anneau du Seigneur des Anneaux, non, c'est l'anneau de l'industrie 4.0. Et alors, qu'est-ce que c'est que cet anneau et quel est son pouvoir? Ben, en fait, son pouvoir, c'est de pouvoir régner finalement sur trois secteurs industriels majeurs que sont l'OT, l'IT et les telcos. Et donc, l'OT, donc c'est ce que vous voyez en bas. Donc, c'est le secteur historique, donc Automation and OT, où je vous ai mis quelques acteurs ici. Donc, ce sont les acteurs industriels historiques. Et que se passe-t-il? Eh bien, juste au-dessus, vous avez l'IT, le cloud et le software. Ce sont de nouveaux acteurs hein, qui viennent de débarquer, qui arrivent et qui sont très gourmands, hein, qui viennent un petit peu aussi des GAFA et qui sont en train de devenir comme ça, en tant que compétiteurs, augmenter finalement le niveau de stress des acteurs historiques. Et au moment où tout le monde se dit, bon, c'est bon, on commence à souffler, on a pris la vague du digital, et bien en fait, il y a une autre vague qui arrive, encore plus... ah, ça passe les slides tout seul.
encore plus forte, c'est la vague des telcos. Et donc, vous imaginez la 5G, mais pas que la 5G, puisqu'il va y avoir aussi bientôt le satellitaire, etc. Et tout ça va faire que ça va poser de grandes questions finalement sur qui est le leader de l'industrie 4.0. Et tous ces acteurs vont se disputer finalement la plus grande influence et la place stratégique la plus forte dans ce secteur, donc qui mêle à la fois les roboticiens, l'informatique industrielle, les automaticiens, etc. Et puis tous les gens de l'informatique, du numérique, en passant par le cloud, etc., etc., les GAFA, et puis les acteurs, les différents acteurs, opérateurs, etc., et fournisseurs de réseaux télécommunications. Euh, et donc, une fois qu'on a présenté ça, donc là, on voit un petit peu finalement quelles sont les armées présentes sur ce champ de bataille, si je puis dire. On voit que si on applique ça, par exemple, au monde automobile, on pourrait faire ça avec toutes les industries, hein, sans exception, on va voir qu'on a un découpage finalement de la chaîne de valeur par verticale. Et donc là, si je prends une voiture, par exemple, et que je coupe ma voiture en quatre parts, eh bien, je vais retrouver quatre acteurs qui se sont positionnés donc depuis Tesla jusqu'à Uber et à chaque fois qui vont viser un maillon particulier de la chaîne de valeur. Donc là, c'est un exemple d'innovation parmi d'autres. Et on pourrait faire ça vraiment à toutes les industries. Donc vous voyez un petit peu comment ils travaillent. Donc là, c'est vraiment un petit peu le use case des acteurs IT dans l'entrée justement du secteur 4.0 de l'automobile. Et si on passe sur le manufacturing, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les usines, bon, c'est pour ça que j'ai intitulé ça Est-ce que je vous sers une tranche? C'est un peu la question finalement. Quels vont être les acteurs qui vont dominer chaque verticale? Donc, automation, cloud, IoT, intelligence artificielle, jumeaux numériques, télécommunications, etc. Puisque à chaque fois, il va y avoir des enjeux colossaux hein, entre la collecte des données et leur exploitation et les différents modèles économiques qu'on va en tirer. Alors, on va tout de suite essayer d'arrêter un peu le bullshit, puisque dans cette conférence, on va parler un petit peu de transformation digitale, on va beaucoup parler d'industrie 4.0, et c'est vrai que le sentiment actuel, hein, et là je pense que je vais choquer personne dans la salle en disant ça, le sentiment actuel, c'est que ça fait un petit peu 10 ans, 20 ans, qu'on dit aux entreprises qu'il faut se transformer, que le digital arrive. Alors vous aurez noté qu'il n'y a pas que le digital qui arrive, hein, il y a les télécommunications aussi qui vont être disruptées, c'est ce que je vous disais en intro et que finalement, ben, on a un petit peu traîné la patte et on voit ici le CEO qui n'a pas, donc le PDG d'entreprise qui n'a pas été moteur. On voit le directeur technique ou le directeur d'innovation non plus qui n'est pas considéré comme le principal leader de la transformation digitale. Et on voit à côté le virus en position C, le fameux virus du Covid, qui a bousculé, qui a accéléré les choses, puisqu'on a vu énormément de télétravail en fait hein, se mettre en place alors il aurait été tout à fait possible avant, mais il a fallu ce choc finalement sanitaire pour produire cet effet culturel et donc pour finalement révolutionner ces usages, puisque très peu de salariés et très peu d'entreprises imaginent revenir en arrière. Donc stop the bullshit. L'industrie 4.0 concrètement. Alors habituellement, je fais une présentation un petit peu historique, un peu généalogique, quasiment chronologique de l'industrie 4.0. Là, je vous la fais vraiment d'un point de vue beaucoup plus opérationnel et toujours orienté chaîne de valeur, puisque c'est ce dont je vous ai parlé juste au début. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit en haut donc le vieux modèle de l'industrie 4.0 en fait, hein, pardon, de l'industrie. Donc, c'était des industries en fait avec des matières premières qui arrivaient, des fournisseurs ensuite qui les transformaient, un donneur d'ordre, un distributeur et puis ensuite un réseau commercial qui allait chercher les clients. Ça, ce sont les grands modèles en fait hein, des entreprises brick and mortar comme on dit, donc vraiment on va dire tangibles avec des grands réseaux de distribution, etc. Et le modèle 4.0, donc c'est celui que vous avez sur la ligne en dessous, vous retrouvez les matières premières, vous retrouvez un fournisseur, et ensuite vous avez l'usine à la place du fournisseur 2 qui va bypasser, qui va court-circuiter tout un ensemble d'acteurs dans la chaîne de valeur.
et qui va toucher directement son client. Elle va le toucher de quelle manière? Elle va le toucher grâce à un produit qui est connecté. Et donc, le produit est connecté ou le client est connecté, puisque c'est presque la même chose, hein. Le fait que le client, par exemple, puisse avoir un smartphone ou puisse venir sur un site internet, ben, ça fait de lui un client connecté. Et donc, on va pouvoir développer des services autour de différentes valeurs et on va pouvoir récupérer des données justement pour construire ces valeurs et ces services. Et c'est ça la vraie différence entre avant et après, entre le vieux modèle et le nouveau modèle. Et malgré le fait, comme je vous le disais, qu'on le répète depuis des années à des dirigeants d'entreprise, à des leaders industriels, il a fallu ce choc du Covid-19 pour enfin que les gens se rendent compte, ah mais oui, mes clients sont connectés, je peux peut-être faire des choses avec eux. Donc ça y est, ça change. Et voyons voir un petit peu quelles sont les technologies en fait hein, qui sont présentes dans l'industrie 4.0. Alors j'espère que parmi vous, il y a de futurs candidats ou des gens qui sont en recherche d'emploi et qui s'intéressent à ce secteur, parce que c'est vraiment pour eux et que j'ai d'abord conçu cette conférence, et puis un petit peu pour les gens qui sont dans les RH et qui se posent la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire savoir comment réussir à recruter de nouveaux talents. Alors voici un petit peu les technologies hein, qui font le buzz et dont on parle dans l'industrie 4.0. Donc je ne les ai pas toutes listées en détail, mais vous avez un petit peu les différents mots-clés qui sont thématisés par ensemble. La grande différence hein, entre finalement encore la situation d'avant et la situation actuelle ou à venir, bah, c'est le nombre d'objets connectés. Vous le voyez sur la droite là. On va passer à 80 milliards d'objets connectés en 2030 contre 15 seulement en 2015. Donc c'est une croissance véritablement exponentielle et tous ces objets connectés finalement vont développer des services et de la valeur à partir de données dans l'ensemble donc, de ces technologies qui sont évoquées. Alors citons une quand même emblématique, donc évidemment l'intelligence artificielle, les données massives, les big data, mais aussi tout ce qui touche l'UI, l'UX, donc l'interface utilisateur, l'expérience utilisateur, le cloud, donc tout ce qui est SaaS, donc c'est les services en ligne, la cybersécurité qui va être aussi un enjeu majeur, puisque rien de tout ça ne sera possible sans sécurité, l'Internet des objets évidemment, les objets connectés, tout ce qui est les technologies mobiles, on parle de la 5G, c'est une compétence vraiment dans laquelle il faut investir. Et puis tout ce qui est aussi géospatial. Alors on parle beaucoup aussi de services de photographie satellitaire ou de voilà, il y a des nanodrones, des nanosatellites qui arrivent et qui vont permettre de faire de la captation d'images et qui vont permettre de lancer de nouveaux services. Le edge computing aussi très secteur très porteur dans l'industrie, puisque là il s'agit non pas d'aller tutoyer l'atmosphère haute ou les orbites géostationnaires, mais plutôt d'être très bas, près des microcontrôleurs, près des machines. Et il s'agit d'optimiser là vraiment la puissance de calcul et finalement les données que je vais envoyer dans le réseau. Donc c'est tout l'enjeu du edge computing, énorme réseau, etc., etc. Je regarde s'il y a quelques... Oui, l'impression 3D, la robotisation, évidemment. On va avoir de plus en plus de robots. Dans les usines, on parle d'AGV, donc c'est les Autonomous Guided Véhicules. Donc finalement, c'est des véhicules, des petites plateformes qui sont guidées de façon autonome et qui vont se repérer et qui vont pouvoir comme ça déplacer des palettes, amener des objets. Et puis on va avoir aussi de plus en plus de robots, quadrupèdes, bipèdes, peut-être un jour, etc., etc. Et dans la nanotechnologie aussi, beaucoup de choses se passent, dans les nouveaux matériaux, vraiment énormément d'opportunités. Et puis aussi, on en parle beaucoup en ce moment, dans le secteur de l'énergie, évidemment, avec une énergie plus propre, aussi une énergie optimisée et surtout une meilleure compréhension de ce qui se passe dans des réseaux complexes pour les données à lire. Et là, je trouve que c'est intéressant de vraiment montrer que la Smart City, finalement, a un lien avec tout ce qui touche au réseau sans fil, etc. Puisque on voit que il ne s'agit pas uniquement de connecter les villes, il s'agit aussi de rendre les gouvernances
plus intelligente, hein, puisqu'il y a toujours cette double lecture du sens smart. Allez, j'avance parce que je pourrais passer des heures sur cette slide et j'ai plein de choses à vous dire. Les bénéfices apportés par l'industrie 4.0, parce qu'on se dit, oui, est-ce que tout ça n'est pas juste qu'un terme un peu marketing pour shampouiner un petit peu des industriels qui perderaient un petit peu de leur attractivité. Mais en fait, quand on se penche sérieusement sur la question et qu'on regarde ce que ça peut nous offrir, excusez-moi, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de bénéfices et que c'est vraiment centré sur l'amélioration de la qualité du travail. Et en fait, les gens vont vraiment développer un mieux-être parce que, par exemple, ils vont être capables d'anticipation, parce qu'ils vont retrouver du sens au travail. Donc, pas uniquement en devenant une entreprise avec une raison d'être. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais Danone, très récemment, a été la première entreprise du CAC 40 à avoir une raison d'être qui a été validée, je crois, à plus de 99% par ses salariés. Et on voit que on va retrouver finalement un sens au travail. Et finalement, c'est aussi une façon d'optimiser son implication dans des tâches professionnelles. Donc, on va gagner aussi de la productivité. Et autour, qu'est-ce qu'on va trouver? C'est toujours le même principe, hein, 70% de culture, 20% de méthodes de process et 10% d'outils. Là autour, on va trouver encore des bénéfices indirects, hein, que ce soit l'amélioration de la gestion des plannings de production, par exemple, la maintenance prédictive, l'intégration de nouveaux process et outils, l'intégration dans des chaînes de valeur verticales et horizontales. Je vous en ai pas mal parlé, je vais vous en reparler encore. Le suivi, le contrôle à distance, etc. et l'optimisation des procédés de production. Donc c'est vraiment l'idée d'essayer d'optimiser. Derrière ce terme, pour avoir un petit peu de jargon industriel, c'est l'idée de faire du lean, c'est-à-dire essayer de dégraisser, essayer de s'améliorer en continu, donc rechercher une amélioration de la qualité, chasser les gaspillages, identifier les points qui sont irritants ou qui sont douloureux pour les métiers, dans les processus, dans les méthodes, etc., etc. Donc c'est pour ça que vous avez des gens qui sont contents, parce que généralement, les métiers s'améliorant, ben, ils sont aussi plus agréables à être exercés. Et c'est une façon aussi de les transformer. Alors maintenant qu'on a vu les bénéfices, on va faire un petit point sur l'emploi. Et alors, qu'est-ce qui se passe en termes d'emploi? Si on regarde l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers, donc l'impact pressenti à venir, on voit qu'il y a 50% des métiers qui vont être transformés, des métiers existants qui vont être transformés par l'automatisation, donc de façon très large et très générale par l'intelligence artificielle. On a 10% de ces métiers qui vont disparaître, tout simplement, ils vont être remplacés par de nouveaux métiers. Et on a 40% de métiers qui vont être impactés, mais bon, ça va être moins important. Et en fait, ils vont apprendre à travailler tout simplement avec ces nouveaux outils. On va s'intéresser sur les 50% des métiers qui sont transformés et on va répondre à la question de quel est l'enjeu. Moi, je pense que l'enjeu, et c'est important, et donc là, je m'adresse vraiment pas uniquement aux travailleurs, aux demandeurs d'emploi, ni aux recruteurs. Je m'adresse aussi, je ne sais pas s'ils sont présents, mais aussi aux collectivités et aux institutions chargées d'accompagner l'emploi et sa transformation. Les enjeux sont au moins de 3 points, c'est-à-dire l'accès à la formation. Il faut vraiment faciliter. Alors, il y a eu beaucoup de travail déjà qui a été fait dans ce sens-là. Il y a eu beaucoup de réformes, justement, puisque maintenant, le salarié peut prendre en main sa formation quasiment de façon autonome. Il n'est plus obligé de passer systématiquement par différents organismes ou par son employeur. Donc ça, c'est mieux. Donc il faut continuer encore à améliorer l'accès à la formation. Il faut aussi permettre une formation continue. Là, il y a plus de progrès à faire. On voit que c'est encore compliqué parce que beaucoup de personnes aimeraient le faire. Moi, je connais beaucoup d'entreprises ou de grosses entreprises où il y a des demandes fortes dans ce sens-là, mais les budgets sont restreints. Qui fait quoi là? On a encore un petit peu du mal à s'organiser là-dessus pour vraiment permettre à tout le monde, hein, tout le monde, de faire de la formation continue. Moi, j'avais travaillé sur un projet qui s'appelait Tous Data Scientists. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire de la conception inclusive pour permettre à tout le monde de devenir data scientist. Donc vous voyez, c'est un petit peu cette logique et cette idée-là à travers la formation continue, c'est ce qu'il faut faire. Et demain, l'enjeu sera peut-être plus la data science, ce sera peut-être encore d'autres compétences, puisqu'il y a une véritable érosion en fait des compétences
technique. On évalue la durée de vie d'une compétence technique à 18 mois à peu près là en ce moment. Et il n'y a pas que les compétences techniques, il y a aussi les compétences non techniques avec le savoir-faire, etc. Donc, c'est des choses aussi qu'il va falloir investir de plus en plus. Et donc, tout ça va nous permettre un apprentissage des nouveaux métiers. On le voit, hein, je ne sais pas pour vous si vous avez déjà, si vous travaillez dans le digital et si vous avez déjà eu affaire à Pôle emploi, mais c'est mon cas. Et alors heureusement, la chance que j'ai, c'est qu'à chaque fois que j'ai affaire à eux, généralement ça ne dure pas très longtemps, je retrouve assez vite du boulot. Mais ce que j'ai pu constater à chaque fois, c'est qu'il n'y a jamais un seul intitulé de fiche métier qui est à jour. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de suivre l'évolution et le dynamisme de nos secteurs d'activité. Ils ne connaissent pas nos compétences, ils ne connaissent pas nos métiers. Alors, il ne faut pas forcément leur jeter des cailloux parce que c'est excessivement compliqué de suivre ce qui se passe. Il y a une véritable réorganisation et surtout, il faut arrêter de penser pas en métier, il faut penser en compétences ou en blocs de compétences. Et donc ça nous amène à considérer les choses suivantes. Que va-t-il se passer concrètement en France? Puisque je suis français, je parle en France et j'imagine que c'est aussi votre cas. Donc la moitié des heures travaillées seraient potentiellement automatisables d'ici 2022. Donc alors c'est potentiel, hein, donc c'est pas ce qui va se passer, mais on voit on est vraiment sur des marges de progression qui sont colossales en termes de transformation et d'emploi. 5% des postes donc, seraient susceptibles d'être totalement automatisés. Ce n'est pas forcément pour ça qu'on va le faire d'ailleurs, hein. Il y a l'aspect acceptabilité sociale qui est très importante, mais 60% des emplois pourraient être partiellement automatisés. Alors quand je dis automatisé, il ne faut pas penser le robot là, qui va venir servir une bière à la place du garçon de café, hein. Non, non. Par automatisé, ça peut être tout simplement, vous savez, le livreur Deliveroo. Bah, le livreur Deliveroo, il continue de pédaler sur son vélo, mais son manager, lui, il a été remplacé, hein. On a mis une intelligence artificielle à la place, par exemple. Voilà, donc c'est ces choses-là qui peuvent être impactées et auxquelles il faut penser. Alors, pour mettre fin un petit peu à tout pessimisme ou à toute morosité, j'aimerais vous rassurer en vous disant que voilà, si on fait le compte, on voit qu'il y a à peu près 15 millions d'emplois qui vont être créés en Europe grâce au digital d'ici 2025 et 6 millions d'emplois qui seraient amenés à disparaître du fait de l'automatisation. Et donc, on voit qu'on est quand même une balance positive avec plus 9 millions d'emplois. Et donc, ce que je voulais vous dire, ma conclusion de cette séquence sur l'emploi et sur les enjeux de l'emploi, c'est que l'enjeu c'est quoi? C'est apprendre à changer de métier. Je pense que la crise du Covid l'a vraiment, nous l'a fait prendre conscience vraiment, ça a été un reality check. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique d'emploi à vie, on est maintenant dans une logique d'employabilité à vie. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas que je m'accroche à mon titre. Peu importe si je suis directeur d'innovation, peu importe si je suis responsable de transformation digitale, on s'en fout de ça. Ce qu'on veut savoir, c'est quoi mes compétences? Qu'est-ce que je sais faire concrètement? Et qu'est-ce que je peux faire demain? Et qu'est-ce que je saurais faire après-demain? Voilà, ça c'est très important et c'est dans cet esprit-là qu'il faut avancer. Alors si on regarde maintenant un petit peu plus les métiers, on voit là, je vous ai fait une grille assez utile où vraiment on voit donc les technologies d'un côté et les métiers de l'autre. Et on voit ici des niveaux de maturité ou de pertinence. Donc en fait, selon le métier que vous exercez ou selon le métier que vous souhaitez exercer, voici le type de technologie qui est le plus susceptible de vous transformer ou de vous amener vers de la performance et vers de la réduction de coûts. On voit par exemple que les secteurs du marketing, bah, finalement, ils ne sont pas concernés par la robotisation. En revanche, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle et les données massives, bah, ce sont peut-être les premiers concernés. On voit ensuite que c'est le cas aussi du secteur des ventes, de la planification, etc., etc. Donc là, vous voyez, c'est peut-être quelque chose c'est peut-être une slide sur laquelle on reviendra pendant la séquence des questions, si vous en avez. J'ai beaucoup de choses à dire, j'ai plein de use cases à chaque fois sur chaque pastille bleue. Mais voilà, je vous laisse le temps de vous imprégner de cette slide de vous en inspirer parce que c'est une grille à trous qui vraiment vaut de l'or et a beaucoup de ROI. Parfois, on ne sait pas par quoi commencer. Je connais beaucoup d'entreprises, par exemple, qui font des hackathons ou qui font des appels à projets, qui partent un peu dans tous les sens ou qui sollicitent leurs employés.
Et ça, typiquement, ça peut permettre de gagner du temps. Et si vous êtes plutôt dans une position de travailleur ou de chercheur d'emploi et que vous vous dites, bah, j'aimerais plutôt travailler dans tel secteur d'activité, bah, finalement, quelle est la technologie à laquelle je devrais m'intéresser? Ben voilà déjà une première piste. Voilà, par exemple, vous savez que si vous voulez faire de l'impression 3D, bon, ben, vous allez plutôt être dans la R&D. Alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, puisque on voit que l'impression 3D, pareil, commence à avoir le vent en poupe et se développe, hein. Donc, il ne faut pas considérer ce que je vous dis là comme quelque chose de valable pendant 10 ans. C'est vraiment de la tendance actuelle. Et on voit beaucoup que, pareil, dans la production de pièces, dans la maintenance, l'impression 3D est en train de se développer. Allez, j'avance. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des geeks quand même, parce qu'on est quand même là pour ça, bon sang. Alors, quelle est la force du geek, selon moi? Vraiment la force absolue du geek. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai mis cette photo. Cette photo qui est un grand moment professionnel dans ma vie. C'est quand j'ai sourcé une innovation. Alors, j'en ai sourcé plusieurs dans ma carrière. Et là, j'ai sourcé l'holographie. Donc, c'est la capacité d'afficher une image par la lumière sans avoir besoin de porter de lunettes ou de casque. D'accord? Donc, on n'a pas besoin, par exemple, d'un HoloLens, on n'a pas besoin d'un Google Glass, on n'a pas besoin d'un casque de réalité virtuelle. Là, j'affiche quelque chose vraiment devant vos yeux. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? Bon, c'est une Voxybox, donc c'est la société Voxon qui fait ça, bon, passons. Et ce projet, cette découverte, voilà, a donné lieu à plein de choses. Et là, on voit le regard un peu fou d'un collègue qui s'appelle Frédéric Pedro, avec lequel j'ai fait pas mal de choses. Et, euh, et en fait, je trouve que ça représente bien la force du geek. C'est-à-dire que vous allez voir, le geek va voir, voilà, c'est ça la force du geek, il va voir dans une innovation, il va voir finalement une histoire, il va voir ce qu'il peut en faire. Et ça va changer beaucoup de choses parce qu'il va se projeter plus facilement dans un usage. Alors, comme il me reste un quart d'heure, je vais un peu accélérer. Et je vais vous parler vraiment du pouvoir des geeks. Pourquoi c'est intéressant pour les organisations d'intégrer des geeks aujourd'hui? Donc, je vous ai présenté un petit peu ce qui se passait dans le secteur industriel, mais il faut comprendre que toute la société aujourd'hui est dévorée par le digital. Et donc, un geek dans une organisation, ça va vous permettre de réduire l'incertitude, ça va vous permettre de commencer à développer aussi une vision stratégique sur les enjeux digitaux, les nouvelles technologies qui arrivent, mais ça va vous permettre aussi de développer une vision opérationnelle. Donc finalement, pas uniquement de répondre à la question pourquoi, mais être capable aussi de répondre à la question comment et quand. Et enfin, donc ça va se traduire comment? Ça va vous permettre de renforcer vos capacités à innover d'un point de vue industriel. Et surtout, l'enjeu majeur, et ça c'est aussi un choc culturel, surtout dans le monde industriel, vous allez pouvoir passer en cycle court. Donc vous allez être capable de faire de l'innovation courte, c'est-à-dire en 3 semaines, en 3 mois, etc. Avant, il nous fallait plusieurs années, parfois même des décennies. Donc c'est vraiment quelque chose que le geek va apporter aux organisations. Et enfin, une histoire aussi, une histoire d'amour entre le geek et l'organisation. Donc je vous laisse deviner qui est qui. Je ne sais pas si je vous entends, si vous me parlez, j'en sais rien, je crois pas. Non, je vous entends pas, je reçois quelques MP. Non, je vous entends pas. Mais je reçois des MP. Mais normalement, Écrivez, vous les m'entendez. gens, Donc, écrivez si vous évidemment, voulez à après. gauche, là, celui qui fait peur, qui est inquiétant, c'est le rhinocéros et c'est l'entreprise. Et à droite, qu'est-ce qu'on a? Notre petite libellule, c'est le geek. Et donc, les deux réunis, bah, ça nous permet de faire un rhinocéros volant. C'est un peu cette histoire d'amour que je vois, moi, dans toutes les entreprises, entre les geeks et les boîtes. Et c'est vraiment des choses qui. Oui, un rhinocéros volant, Antoine, oui, c'est tout à fait ça. C'est ça, hein, en fait, hein, ce que ça permet de faire. Et un rhinocéros volant qui va encore muter comme un Pokémon, puisque pour l'instant, les geeks se contentent juste d'apporter le digital dans les boîtes. Demain, ils vont leur apporter la connectivité et aussi tous les usages qui sont liés à ça, donc dans la transformation des organisations et aussi dans la valorisation des nouvelles compétences. Donc c'est une histoire d'amour qui a aussi un impact majeur.
on voit ici, par exemple, deux types de management, en fait, hein. Il y a le management un peu à la papa et le management, le nouveau management. On est quand même en 2020, hein. Tout le monde ne le sait pas, donc des fois, il faut le répéter. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait avant? On disait aux gens, vous n'avez pas le droit d'échouer. Il faut éviter de faire des erreurs. Et quand quelqu'un donnait une bonne réponse, il était vraiment, on disait, ah, celui-là, c'est bien, il donne la bonne réponse, il connaît la bonne réponse, c'est un bon élève, c'est un bon toutou. Donc, on privilégiait le fait de dire. Et surtout, on était concentré sur le maintien de l'ordre. On faisait la chasse aux rebelles. Et on valorisait les gens qui étaient capables de penser, de planifier dans une manière très technocratique. On met en avant aussi les faits et les chiffres. On le fait encore beaucoup, hein. Même moi, je le fais là dans ma conférence. On cherchait à standardiser. On voulait qu'aucune tête dépasse. On veut cocher les cases, etc. Et enfin, on attendait des gens, surtout une expérience passive. Malheureusement, c'est ce que vous êtes encore en train de subir, puisque je suis tout seul à parler. Et même en 3D, vous êtes assis à votre table, donc c'est encore un peu passif. Il faudra essayer de changer davantage ça. Mais en tout cas, je remercie ceux qui m'envoient des petits messages. Vous ne me perturbez pas, au contraire, vous me motivez, c'est cool. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Le nouveau management, c'est quoi? C'est ce management de design thinker. Et donc, il ne va pas porter des chaussures de ville, il va porter des baskets. Donc, c'est un peu caricatural, évidemment, mais c'est pour simplifier le propos. Il va surtout valoriser les échecs. Et je me souviens de quelqu'un à Google X. Donc, Google X, c'est le laboratoire un peu secret de Google sur les projets un peu fous de Google. Dans leur contrat de travail, il y avait écrit qu'ils devaient échouer tous les 3 mois au minimum un échec. Et il fallait qu'ils soient capables de démontrer cet échec. Pourquoi? Parce que si vous n'échouez pas, ben, en réalité, vous n'innovez pas. C'est-à-dire que vous ne faites pas des hypothèses à risque et donc vous n'avez aucune chance de rencontrer une solution véritablement disruptive. Donc vous voyez un petit peu le changement de modèle de valeur dans les organisations, c'est assez dingue. Donc on va évidemment récompenser et favoriser plutôt les bonnes questions plutôt que les bonnes réponses, voilà, parce que les bonnes réponses finalement c'est peut-être une bonne réponse à un moment présent, à un moment donné, mais dans une époque de transition et de transformation, c'est plus la bonne réponse qui est la plus forte, c'est plutôt la bonne question. On va valoriser les gens qui vont chercher à montrer plutôt qu'à dire, à prendre des risques. On va chercher les doueurs plutôt que les thinkers finalement, les storytellers. On va mettre en avant l'humanisation plutôt que la standardisation, pardon. Et puis surtout, on va rechercher des expériences actives et même au-delà des expériences actives, des expériences interactives. C'est ce que les geeks veulent. Alors, je vais vous passer cette slide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'ai que 10 minutes, donc vous me pardonnez, je choisis mes meilleurs slides, ce qui est important. Alors, je vous ai fait une série, les droits, les envies du geek, etc. Pour vraiment synthétiser ça, je pense que le geek, le profil un peu sociologique, culturel du geek, voilà, il se traduit par les éléments suivants que je vais vous donner. Donc, 3 droits, c'est vraiment des droits, c'est-à-dire que si vous touchez à ça, le geek va se rebeller, va se mettre en colère et va vous faire la guerre. Premier droit, je pense, vous l'avez vu, vous avez compris, hein, j'en ai parlé juste avant, c'est le droit à l'erreur. Si vous lui interdisez d'échouer, si vous ne lui permettez pas d'échouer, vous ne pourrez jamais lui permettre de s'épanouir et de s'émanciper. Le droit à la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire le droit à la gloire? Ça veut dire que on est vraiment dans une logique un petit peu à la Andy Warhol, hein, qui disait que tout le monde aura sa minute de gloire. Donc c'est vraiment ça. Et vous avez vu aujourd'hui les réseaux sociaux, comment ça avance, comment dire, les usages des selfies. Donc c'est ça. C'est ce principe de tout le monde a le droit à un moment donné d'être mis en avant. Personne ne doit être invisible. C'est ça le principe de droit à la gloire. Et le droit à l'ailleurs, c'est quoi le droit à l'ailleurs? C'est que vous avez vraiment le droit d'être différent, vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de vouloir être ailleurs. Et ça, c'est intéressant, en particulier dans les organisations qui cherchent de l'innovation, parce que ça va encourager l'intrapreneuriat, c'est-à-dire la capacité à être entrepreneur dans sa propre organisation. Donc c'est le droit à l'ailleurs, c'est la volonté d'aller voir ce qu'il y a derrière la colline. Et maintenant, les 3 grands principes du geek aussi, selon moi, c'est la rencontre, la transparence et la sérendipité. Qu'est-ce que c'est la rencontre? Ça veut dire qu'on va favoriser le moment présent, on va favoriser l'humain, on va vraiment l'écouter, on va rechercher de l'authenticité, de la sincérité, c'est des valeurs très très fortes, et on va détester le bullshit, on va détester la langue de bois,
les gens qui paraissent extrêmement sérieux, mais qui n'ont aucune humanité, paraîtront incompétents pour les geeks. Donc ça, c'est assez important. On va aussi rechercher une véritable transparence dans les organisations. On veut comprendre quelles sont les étapes par lesquelles on passe pour arriver à une décision. Donc ça, c'est important, sinon il n'y a pas de légitimité. On va rechercher la sérendipité. Donc, qu'est-ce que c'est que ce mot? Peut-être qu'il y a encore certains d'entre vous qui ne le connaissent pas. La sérendipité, c'est finalement un petit peu Forrest Gump devant sa boîte de chocolat. À chaque fois qu'il va piocher un chocolat, il va s'attendre à une surprise. C'est la capacité, la sérendipité, à rencontrer, à trouver ce que vous cherchez sans l'avoir cherché. Ça, c'est extrêmement important. C'est vraiment un mindset, c'est vraiment un état d'esprit particulier de la culture geek qui va être très foisonnante et très diverse et qui va finalement encourager ça. Et on voit aussi dans les glissements culturels et dans l'influence de la culture, dans la technologie ou de la technologie, dans la culture, etc., du milieu geek, on retrouve vraiment ce caractère de sérendipité. C'est quasiment une méthode de créativité à part entière. Les trois buts du geek, qu'est-ce que le geek va rechercher dans sa vie? C'est vraiment, il va rechercher la coopération. C'est pas pour rien si aujourd'hui il y a 40 millions de personnes dans le monde qui jouent aux jeux de rôle Donjons et Dragons. Vous pouvez incarner des elfes, des magiciens, etc. L'idée, c'est quoi? C'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux. Vous recréez votre communauté d'aventuriers et vous allez vivre des aventures ensemble. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant dans les jeux de rôle, c'est très important. Il n'y a que des gens qui jouent et qui coopèrent au succès d'une aventure. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver dans les modèles professionnels, dans les relations au travail et qui vont impacter les gouvernances aussi. On va rechercher, le geek va rechercher des gouvernances très collaboratives, très coopératives. Il suffit de voir tout ce qui a été fait dans le monde du logiciel libre. Enfin, le geek, naturellement aussi, est poussé à l'austérité et à l'économie. C'est un petit peu l'anti-bling-bling du boomer. C'est vraiment ça. Et par économie, il faut comprendre aussi une forme de économie de moyens. Le geek, il faut bien se rappeler que dans le milieu geek aussi, on avait des courants comme la démocène, donc, ou les démo makers. C'était des gens qui étaient capables de réaliser des logiciels avec très très peu de moyens, avec le moins de lignes de code possible. Et donc ça, c'est quelque chose qui est considéré comme une forme d'élégance, de panache, de style, mais qui intrinsèquement aussi renvoie à des valeurs profondes d'austérité et d'économie des moyens. Donc on veut être le plus efficace avec le moins d'efforts possible. C'est une forme de peut-être de paresse, mais qui est très intelligente. Et enfin, troisième but du geek, c'est évidemment celui du bien-être. Il va privilégier son bien-être avant toute chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas intéressé pour se défoncer pour une organisation ou dans une entreprise, mais il finira par rompre une relation si, à un moment donné, il prend conscience que celle-ci lui est nuisible. Maintenant, les trois attentes du geek. Qu'est-ce que le geek va attendre de vous si vous êtes manager ou si vous êtes un marketeur ou si vous êtes au contact du geek? Et donc, je vois qu'il y a Damien qui est pas loin aussi. Qu'est-ce que le geek attend de vous? Donc, le geek, il va attendre la personnalisation. En fait, le geek, il arrive souvent avec ses propres références, avec ses propres envies. Il veut pouvoir reconstruire son univers un peu personnel avec ses spécificités. Il veut avoir le droit d'avoir une signature. Voilà. Et en même temps, il veut le faire immédiatement. C'est vraiment tout de suite, maintenant. Ça doit vous parler si vous avez des enfants ou si vous êtes environné de plus jeunes. C'est quelque chose que vous avez déjà dû ressentir. L'immédiateté. On ne veut pas attendre. On est finalement imprégné par le sentiment du caractère éphémère peut-être de l'existence ou de certaines interactions. Donc on les veut immédiatement. Et enfin, on se donne aussi le droit, alors ça c'est quelque chose pareil qui choque souvent les anciennes générations ou les gens peut-être avec plus d'expérience, on se donne le droit à l'autosatisfaction. On s'autorise à être content de ce qu'on fait même quand ce sont des petits pas. On n'a pas de problème à se congratuler, même à s'auto-congratuler et à être satisfait de ce qu'on fait. Donc ça c'est quelque chose pareil qui n'est pas du tout, qui n'existe pas dans les précédentes générations ou dans les gens qui ne sont pas du tout dans la culture geek, qui ne vont pas s'enthousiasmer. Voilà, il faut traduire cette autosatisfaction comme une forme
d'enthousiasme. Donc ça, c'est une attente aussi très forte du geek. Et enfin, je vais terminer avec quelques chiffres un petit peu chiants. Je ne vais pas tous vous les lire, mais vraiment, comment est-ce qu'on peut imaginer le futur du geek? Donc là, j'ai quelques sondages. On voit que, par exemple, quasiment 60% souhaiteraient pouvoir imprimer leurs vêtements grâce à l'imprimante 3D. On voit que 77% pensent que la majorité des salariés télétravaillera une partie de la semaine. Vous voyez que quand même, l'actualité et l'histoire a tendance à leur donner raison. 71% sont convaincus que se soigner coûtera plus cher. Ah, mais je pense que pareil, on peut leur donner raison. 84% imaginent que la France sera dirigée par une femme. Bon, c'est pareil. Donc c'est des chiffres qui ont 2-3 ans, hein, etc., etc., etc. Les mœurs du geek, ouais, je trouvais intéressant de faire une slide là-dessus parce que justement, on parle beaucoup d'équilibre de vie privée et de vie professionnelle. Et pour le geek, c'est très important. Et donc, ça peut être intéressant aussi de s'intéresser à la vie privée du geek quand on est manager. Et d'autant plus quand maintenant on a des collaborateurs qui sont en télétravail parce que on va entendre les enfants faire du bruit derrière, le bébé qui va pleurer, etc. La compagne ou le compagnon qui va interpeller. Et donc le manager finalement il est face à un nouveau cas de figure. Non seulement il doit gérer donc ces nouvelles générations, ces geeks, mais en plus il doit les gérer dans un environnement qui est leur domicile. Et donc bah, les mœurs vont être de plus en plus importants. Donc là, moi, j'ai fait un petit parallèle avec ce qu'on appelle la génération Z. Hein, donc c'est la génération qui est née après 95. Et donc, on voit que cette génération Z aussi, pareil, elle est plus millennials, c'est pas des digital natives, mais c'est carrément des geeks natifs quelque part. Ils passent 2 heures par jour sur YouTube, hein. C'est-à-dire que leur première source d'information, c'est YouTube. C'est pas les livres, c'est pas la télévision, c'est pas tous les budgets pubs que vous pouvez claquer pour essayer de les attraper, c'est YouTube. Voilà. Etc., etc. Deux, trois autres chiffres aussi qui peuvent être parlants dans ce que je vous montre. Oui, ce qui est important, c'est que dans cette nouvelle génération, pareil, c'est la vidéo avant tout. Et surtout, ils n'aiment pas le téléphone. Alors ça, c'est assez troublant, mais là, je parle vraiment de la génération Z. Là. Elle déteste répondre aux coups de fil. Elle n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que téléphoner à quelqu'un, ça va être perçu comme intrusif, par exemple. Vous voyez, il y a des nouvelles choses qui se passent. Alors, comme il ne me reste que 2 minutes pour conclure, je vais terminer sur le bureau du geek. Donc, à gauche, vous voyez un petit peu le bureau classique à l'ancienne, hein, avec l'horloge qui fait tic-tac, avec le porte-manteau, chacun son bureau, etc. On est peut-être dans un open space. Et à droite, on trouve le bureau du geek. Donc, on a un canapé, on a un pistolet Nerf pour se tirer dessus, une manette une console de jeux vidéo, un flipper, etc. Mais j'ai envie quelque part d'interroger ça. Est-ce que c'est pas quand même un petit peu une caricature? Est-ce que le geek n'est pas quand même plus subtil et plus complexe que ça? Il faudrait peut-être cesser de le voir comme un enfant un peu gâté ou attardé ou comme un éternel adolescent. Et je pense que dans la réorganisation des espaces de travail aussi, on va toucher des choses assez essentielles en termes de management, mais aussi en termes de motivation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que des candidats, quand ils viennent visiter vos bureaux d'entreprise, ils se projettent. Et moi, j'ai trop souvent vu des boîtes où il n'y avait pas d'espace de repos. Faire une sieste, c'était mal vu. Il n'y avait pas de crèche ou de maternité. Si vous avez des bébés, ben, vous vous débrouillez, etc. Alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment des points qui vont être très différenciants. Écoutez, je vous remercie de votre écoute. Je respecte le temps de parole qui m'a été donné. Je vous remercie beaucoup et je reste disponible pour des questions en off puisque je vais devoir libérer la salle. Merci beaucoup.